Oh putain, réfléchis, c'est là, c'est fini. Excuse-moi, il faut aérer en fait. Il faut aérer, ouais, il faut aérer. Il faut aérer en fait. Ouh. Quelle entrée! Vraiment. Bon. Petite vidéo en vite. Putain, je vais mettre du. J'ai FGRC là. Si, j'ai de la vie. J'ai envie de faire une petite vidéo sur les écoles de co. Mais en fait, je me suis rendu compte que à l'époque où moi je voulais choisir mon école, et bien j'avais cherché sur internet et j'avais rien trouvé. Que des vieux bouts de commentaires sur Twitter. Et ça m'avait toujours saoulé de pas avoir trouvé de vraies infos, tu vois, sur comment ça se passe. Ouh là là, mais des lunettes sales, vraiment. Ouais, bref, je disais, ça m'avait toujours saoulé en fait de pas avoir réussi à trouver des informations sur comment se passait, ne serait-ce que les entretiens de recrutement, le recrutement, etc. Et puis au final, une fois que tu as intégré l'école, qui va aller s'asseoir pour donner son avis, quoi, sachant que tu es déjà dedans. Et vu qu'à mon stade, maintenant que j'ai fini, j'ai fait quand même 3 écoles de mode différentes. Je me suis dit, tu sais quoi Nab, pourquoi tu donnerais pas aux autres ce que toi t'avais pas? T'as capté? Donc j'ai essayé de faire ça bien. Et donc je vais vous faire une petite vidéo sur mon avis, mes petits conseils, mes recommandations sur les écoles de commerce de mode. C'est parti. Ouais, alors je vais vraiment parler de mon avis, mon expérience. Partant du fait que j'ai fait des écoles parisiennes qui, je pense, certaines ont des filiales dans d'autres villes, mais je ne sais pas. Donc moi, mon but, c'est vraiment pour ceux qui souhaiteraient faire une école. Je vais pas vous dire vers laquelle vous tournez, c'est pas ça le but de la vidéo. C'est vraiment de vous dire ce qui se passe au moment où on veut rentrer dedans, une fois qu'on a choisi celle qui nous plaît. Et une fois qu'on y est, comment ça se passe un peu en termes d'organisation au jour le jour. Faut savoir que moi j'ai intégré ma première école en Bac+3, Bac+4. Donc j'ai fait 2 ans dans cette école. Et moi j'ai fait le cursus management de la mode. Ensuite, quand j'ai été diplômée en Bac+4, j'ai arrêté pendant 1 an. Et l'année d'après, en fait du coup pendant cette année-là, j'ai fait une introspection sur moi pour savoir au final quel métier j'avais vraiment envie de faire dans ce secteur. Et j'en suis finalement arrivée à la conclusion que je voulais être chef de produit. Donc j'ai voulu me spécialiser. Et pour ce faire, j'ai quitté Paris et je suis allée dans une autre ville pour justement me spécialiser en tant que chef de produit. Donc je suis restée 1 année dans cette école spécialisée. Et ensuite, une fois que j'ai terminé cette année-là, je suis revenue à Paris où là je me suis inscrite dans une 3e école directement en Master 2. Donc j'ai fait 1 an. Pendant cette année justement, j'ai aussi fait mon alternance. Qui du coup quand c'est terminé, j'avais fini mes études. Voilà. Donc déjà en termes d'admission, très souvent on passe des concours d'entrée. Donc c'est à dire que vous remplissez le dossier d'admission, vous l'envoyez très souvent avec un chèque. À hauteur de 300 € maximum, vraiment, qui sont en gros les frais de traitement de dossier, c'est comme ça que c'est appelé. Après c'est pas dans toutes les écoles que c'est payant, faut savoir, mais la grande majorité ça l'est, parce que ça permet aussi pour eux j'ai envie de dire de faire un tri quoi. Ils savent que les dossiers qu'ils vont recevoir sont vraiment des dossiers de gens qui ont vraiment envie d'intégrer l'école et qui s'ils reçoivent une réponse favorable vont s'inscrire. Voilà, donc la plupart du temps c'est des tests écrits, culture générale, culture mode et un petit peu vite fait des maths, mais pas trop, c'est vraiment très léger. Après honnêtement ils savent dans ces écoles là que si
ces cursus-là, c'est que potentiellement, on n'apprécie pas forcément les cursus scientifiques ou qu'on a eu beaucoup de mal toute notre scolarité. Donc, il ne faut pas se mettre la pression pour ça. Vraiment, c'est des tests d'entrée qui sont à votre portée, clairement. Voilà, ils ne sont pas faits pour des gens qui ont 40 ans, avec une carrière derrière eux. Non, ils sont à votre portée, donc no stress. Et une fois que les tests écrits sont passés, il y a aussi les oraux, les entretiens. Je sais que pour certains, il y a une dimension d'anglais. Honnêtement, je me rappelle pas avoir bredouillé ne serait-ce qu'un mot d'anglais. Et je sais que c'est pas un frein à l'admission dans l'école. Parce que moi, dans mes classes, il y avait des gens qui étaient vraiment éclatés en anglais. Et quand je vous dis éclatés, c'est-à-dire que je me demande ce qu'ils faisaient au collège, quoi. Genre, vous voyez, vraiment, il y a des bases qui n'étaient pas là. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, no stress, you're gonna make it. Ok? J'ai vraiment jamais fait un entretien d'admission dans une de ces écoles en anglais. Donc, vraiment, soyez serein, il n'y a pas de souci. Il est vraiment là, en fait, cet entretien pour connaître votre personnalité. Savoir si vous êtes quelqu'un qui est là par dépit ou par réelle envie. Et qui, du coup, pour vérifier que vous allez vraiment vous investir dans la scolarité, dans les études, dans les cours, et que vous n'allez pas voler la place de quelqu'un qui la voulait au final. Parce que moi, je me rappelle que, par exemple, quand j'étais justement en bac plus 3, la responsable des admissions nous avait dit que il lui arrive de refuser des gens au moment de l'entretien parce que ce sont des gens qui prennent ça pour acquis. En fait, ils partent du principe que comme ils vont payer les frais de scolarité, l'école, etc., et ben c'est obligé qu'on va leur dire oui. Et donc c'est obligé qu'ils vont être acceptés. Et ils s'en cachent pas, ils s'assoient devant elle et ils lui disent, quand elle pose la question, pourquoi vous voulez intégrer l'école ? Parce que je suis riche et j'aime le luxe et donc du coup j'ai envie de travailler dedans. À quel moment c'est une réponse acceptable déjà, franchement? Des fois, je veux bien qu'on mette des trucs sur le dos de la jeunesse, les gens sont jeunes, ils savent pas, mais... Girl, do you really think that this answer would help you? Like, you gotta be kidding me. Donc, n'y allez pas en étant trop sûr de vous. Humble yourself, people. Humble yourself. Ok? With that being said, disons que maintenant vous êtes accepté dans l'école, vous avez passé tous les essais et ça se passe bien. Dans la majorité des cas, c'est là que vous rentrez dans la boucle administrative. Donc vous recevez votre emploi du temps par mail. Donc soit vous le recevez pour toute l'année, ce qui est rarement le cas. Parce qu'il faut savoir qu'en fait vos profs seront en fait des intervenants. Donc en fait ce sont des professionnels du secteur qui sont eux-mêmes en poste. Donc ça veut dire qu'ils travaillent eux-mêmes et ils prennent sur leur temps de venir donner des cours à l'école. Donc ça veut dire que eux-mêmes ils n'ont pas la visibilité sur toute une année scolaire de quand est-ce qu'ils sont dispo, quand est-ce qu'ils ne le sont pas. Donc ils ne peuvent pas s'engager sur toute une année. D'où le fait que vous recevez vos emplois du temps pour 3 mois, 2 mois parfois, un trimestre, un semestre, voilà. Et donc vous le recevez par mail. C'est un système qui, eux, leur permet de nous donner un emploi du temps le plus fiable possible. Mais c'est très relou et très chiant, surtout quand on veut travailler à côté. Parce que bien souvent, on attend la rentrée pour avoir notre emploi du temps et pouvoir savoir quel jour on travaille et quel jour on ne travaille pas, pour pouvoir donner des disponibilités à un potentiel employeur. Et quand on a ce genre d'emploi du temps, c'est très compliqué. Après, il reste le week-end, mais il faut savoir qu'il y a des écoles où vous aurez cours le samedi. Et une fois sur deux, vous pouvez aussi ne pas avoir cours ou avoir cours que l'après-midi. Et vu que vous ne voyez pas jusqu'à la fin de l'année, vous ne pouvez pas dire grand-chose à votre employeur. Donc après, c'est soit vous la jouez bâtard, entre guillemets, et vous dites, je suis dispo samedi, dimanche, et
autre si vous voulez. Et en fait c'est au petit bonheur la chance. Et après vous sélectionnerez vos cours, j'ai celui-là mais j'ai pas celui-là. Enfin, c'est pas, franchement c'est pas ce que je recommande, mais c'est pas impossible non plus. Moi et beaucoup d'entre nous on a réussi à travailler à côté. Moi j'ai pendant 4, ouais, ça fait 5 ans là même. Pendant 5 ans bah, j'ai travaillé, mais moi j'ai travaillé que les dimanches. Pendant 6 mois j'avais fait samedi et dimanche en plus des cours, donc pendant 6 mois j'avais pas de jour de repos, je travaillais du lundi au dimanche. Et après j'ai décidé d'arrêter parce que c'est épuisant, c'est à dire que même le temps pour réviser il n'existe plus. Donc moi je conseille un jour. Je conseille aussi de cibler des enseignes qui sont ouvertes le dimanche et de choisir de travailler le dimanche. Je sais qu'il y en a qui par pratique religieuse ne veulent pas le faire, ou parce que c'est le jour où ils vont voir leur famille, ne veulent pas le faire. Mais il faut savoir que le dimanche, c'est un jour où c'est payé double. Donc là où vous, pour travailler vendredi, samedi, vous allez gagner le même salaire que si vous travaillez que dimanche. Moi, j'ai choisi de travailler que dimanche. Et ça m'a aidé à financer mes études sans prendre de crédit. Donc, you do you. C'est très illuminé là mes lunettes, ma foi, ce que je... Attendez. Ah bah. Je sais pas si c'est mieux les gars. Bon, je vais continuer comme ça. Là maintenant, on va parler budget. Le flou. Purée. Alors, les tarifs des écoles, elles varient. Elles varient en fonction de son ancienneté et du taux d'insertion de ses élèves. Il faut savoir que les écoles, elles demandent très souvent à leurs alumni, donc les alumni, ce sont les anciens étudiants de l'école, de leur transmettre des informations sur leur poste. Donc l'intitulé du poste, le salaire et le secteur d'activité de l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc ça leur permet à eux voilà, d'analyser le taux d'insertion des élèves, de savoir si vraiment les gens qui ont fait des écoles pour être dans la mode sont toujours dans la mode, combien ils gagnent, est-ce que ils sont à des postes pour lesquels ils ont reçu des cours. Et du coup, ça leur permet de continuer à faire légitimer le diplôme, dans le sens où ils continuent à être inscrits au répertoire national, s'il l'est, parce que tous ne le sont pas. On fait très attention quand on choisit son école, ok. Donc ça permet de valider le diplôme. Ça permet aussi du coup d'attirer encore plus de professionnels pour venir donner des cours. Et ça attire du coup de nouveaux candidats pour intégrer l'école et continuer à faire vivre l'école. Les frais de scolarité sont différents que vous soyez membre de l'Union européenne ou pas. Typiquement, si vous êtes français, espagnol, italien, membre de l'Union européenne, vous avez compris, vous paierez moins cher que quelqu'un qui n'est pas de l'Union européenne. Typiquement, vous payez 1000 € de moins si vous êtes de l'Union européenne, et si vous êtes hors UE, vous allez payer environ 1000 € de plus. Après, vous avez des choix de soit payer l'intégralité, donc vous paierez le montant des frais de scolarité, soit vous payez en 3 fois, ou vous pouvez aller jusqu'à payer jusqu'à 9 fois, mais quand vous payez en 9 fois, très souvent, c'est que pour la dernière année, donc Bac plus 5. Mais il n'est pas impossible que vous puissiez payer en 9 fois, par exemple, en Bac plus 4. Moi, par exemple, j'avais payé en 9 fois en Bac plus 4. Et je savais même pas que c'était... je savais même pas que ça existait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais signé mon contrat du dimanche. Je rentrais en stage pendant 6 mois, pendant le processus de recrutement pour le stage. Et en fait, j'ai négocié mon salaire. Je sais qu'il était à 500 et quelques, en fait, le minimum légal de stage. Et moi, je leur ai dit qu'en fait, je voulais qu'ils me payent au minimum 600 € net d'impôts. Pour que, en gros, je puisse dégager des mensualités pour pouvoir payer mes frais de scolarité tous les mois. Et donc, j'ai négocié avec eux, négocié. Et ils ont fini par dire oui. Et du coup, ça m'a permis de gagner tous les mois 900 € et quelques. Et du coup, tous les mois, pendant 10 mois, je donnais tout mon salaire pour payer mes frais de scolarité en Bac plus 4. Donc c'est pas impossible, il faut juste faire la demande.
Alors, juste pour que vous vous rendiez compte, je suis allée chercher mes documents. Quand j'ai intégré en Bac plus 3 la première école en 2016-2017, les frais de scolarité, ils étaient à 7 700 € pour les 3 premières années. Et si vous payez en 3 fois, et ben ça vous coûtait 7 900 €. Donc en gros, ça coûtait 200 € de plus de payer en 3 fois que de payer en une seule fois. Voilà. Et du coup, pour les 4e et 5e années, c'était 8 000 € en une seule fois et 8 200 € si on payait en 3 fois. Et si on payait en 9 fois, c'était 8 360 €. Donc 200 € de plus en 3 fois, 360 € de plus en 9 fois. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une de mes amies qui est inscrite dans la même école en 4e année. Elle a payé son année 8 350 € pour la 4e année pour un cursus 2020-2021. Donc les prix n'ont pas trop évolué ni changé depuis que je suis passée par là. Du coup, maintenant j'ai parlé un peu des cours. Alors, en fonction qu'on choisit un cursus management ou un cursus style, donc stylisme et modélisme, vous n'avez pas les mêmes cours, les mêmes thématiques et vous ne vous attardez pas sur la même chose. Après, il y a aussi une dimension en quelle année vous intégrez l'école. Si vous l'intégrez post-bac et que vous faites 5 ans, vous aurez quasiment tous les cours. Voilà. Après, si vous arrivez comme moi sur des cursus en post-BTS, post-licence, post-master 1, vous aurez soit des rattrapages, cours intensifs, très souvent pendant l'été, payants, je précise, pour vous remettre à niveau, soit on va vous bombarder de cours et vous dormirez presque plus. Nous, c'était ça qu'on avait eu. Voilà. Mais honnêtement, moi, c'était ma meilleure année. J'ai surkiffé mon Bac plus 3 parce qu'en fait, je suis arrivée dans un secteur, enfin, dans une formation qui était dans un secteur dans lequel j'avais vraiment envie d'être et je connaissais que dalle. C'est-à-dire que j'ai intégré une classe où les filles étaient déjà là depuis 2 ans. Donc, quand les profs ils faisaient des allusions, elles avaient les refs. Quand ils parlaient d'une marque, elles connaissaient l'histoire par cœur. Quand ils montraient une pièce, elles connaissaient le nom. Les directeurs artistiques de toutes les maisons, elles les connaissaient. Et moi, j'étais là comme un ovni. Et je connaissais rien. Et en fait, vu qu'il fallait nous remettre à niveau, le but c'était que nous, en fait, on les rattrapait en une année, tout ce que les autres ils avaient fait en 2 ans, pour que quand on arrive en Bac plus 4, et ben on soit tous dans la même classe. Voilà, c'est ça. Du coup, ça faisait un Bac plus 4 à 90 dans la classe. Voilà. Après, franchement, j'abuse. Parce que, en fait, on a été divisé en sections. Et du coup, t'as la moitié qui est restée à Paris, t'as la moitié qui est allée à New York, t'as un petit groupe qui est allé en Italie, t'as un petit groupe qui est allé à Londres. En fait, chacun choisissait le cursus qu'il voulait faire. Du coup, on s'est pas retrouvés à 90. Voilà. Mais en tout cas, ils ont fusionné le master. En fait, il y avait un seul master 1 pour qu'on n'en ait qu'un seul et que chacun choisisse un peu ce qu'il veut faire. Mais il y a quand même un tronc commun. Il y a des matières comme culture mode, mode enfant, mode masculine, que tout le monde avait, quoi. Après, forcément, si t'es en style, t'as des cours de modélisme, de dessin, que nous, du coup, en management, on n'a absolument pas. Après, en ce qui concerne les cours en eux-mêmes, je dirais que ça varie beaucoup en fonction des écoles. Moi, je me suis déjà retrouvée hyper enthousiaste à l'idée de suivre une matière, rien qu'avec son nom. Et une fois qu'on était en train de la voir, c'était une déception totale, quoi. C'était un fiasco parce que soit pas de pédagogie, soit beaucoup trop superficiel. On rentre en profondeur dans rien du tout. Tout ce qu'on nous dit, en fait, c'est des choses qu'on sait déjà. Et à l'inverse, j'ai déjà été en mode à la limite de sécher des cours parce que voilà, flemme, mais j'y allais quand même parce que en fait je les paye les gens, donc je vais y aller. Et j'ai appris mais un tas de trucs, quoi. Et c'est souvent les cours où j'ai été vraiment genre oui, bof, ou aujourd'hui je me rends compte que c'est ce que j'utilise le plus au quotidien. Donc il faut
il faut faire attention parce qu'on peut être déçu. Voilà. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vu, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, ce sont des intervenants, et bah chacun intervient à sa sauce. C'est lui qui doit faire le support de cours, c'est lui qui doit fournir des supports s'il veut, c'est lui qui, en gros, fait sa présentation. Donc, c'est lui qui décide de ce qu'il va nous apprendre. Même si l'établissement, il contrôle ce qui va nous être appris dans le sens où il dit à l'intervenant ce qu'il doit nous apprendre. Mais il ne lui dit pas pour autant comment, de quelle manière, ni par quel moyen passer. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y a des intervenants qui avaient des présentations, qui nous projetaient des présentations, mais totalement superficielles. Il y avait 2 mots sur le slide, en fait. Et ils faisaient que de parler, que de parler, que de parler. Donc, tu prends des notes. Mais quand tu prends des notes, ils sont pas contents parce qu'ils disent que tu n'écoutes pas. Et quand tu leur demandes, est-ce que vous allez nous donner le PPT à la fin? Il y en a qui vous disent non, parce que comme ça, vous prenez des notes. Et il y en a qui vous disent oui, comme ça, je suis sûre que vous allez m'écouter, vous ne prenez pas de notes. Mais du coup, ceux qui ne sont pas intéressés par la matière, eh ben, ils sont totalement tête en l'air. Enfin, c'est un peu tricky, mais enfin, voilà. Après, nous, on a toujours réussi à avoir les présentations de tous les cours. Honnêtement, parce que vous verrez dans votre classe, il y en a toujours une qui veut toutes les présentations. Donc, elle parle à l'administration, elle envoie des mails, elle envoie ses parents envoyer des mails. Donc, vous finissez par avoir tous les PPT. Voilà. Mais personnellement, moi je prends des notes. Je prenais beaucoup de notes, surtout de ce qu'il disait, parce que j'ai toujours trouvé qu'en fait, ce qu'il disait était toujours plus important des fois que ce qu'il y avait dans le PPT. Ou alors des fois, bon après ça c'est spécifique à une de mes écoles, mais les intervenants en fait étaient des professionnels, mais vraiment des experts des matières qu'ils nous enseignaient. Et on avait des PPT de 97 slides, 189 slides, donc... Aujourd'hui encore, il y en a très peu de ces présentations que j'ai rouvert à ce jour. Mais je sais que le jour où j'aurai besoin d'une information, je l'ai. Mais pour autant, j'ai pris des notes, beaucoup de notes de ce qui n'était pas écrit en fait. Le but, c'est vraiment moi c'est ça que je conseille, c'est de prendre en note ce qui n'est pas écrit. Voilà, ça sert à rien de recopier ce qu'on va déjà vous donner. Et au pire du pire, si vraiment vous êtes en face de quelqu'un qui est relou et qui dit non, je ne vais pas vous le donner, prenez des notes, et que genre c'est trop long, prenez des photos. Voilà, dégainez votre smartphone, vous zoomez, vous prenez une photo, et après chez vous tranquillement, vous pourrez recopier, mais à côté vous écoutez ce qu'il dit. Ok, ensuite pour les évaluations, contrôles, etc., il faut savoir que 90% des évaluations, c'est des projets de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez dans la matière, très souvent, il va vous dire le déroulé de sa matière. Donc on va faire ci, ça, ça, et à telle date, il faudra me rendre tel projet. Il y aura d'abord une présentation devant la classe, et ensuite vous me le rendez, blablabla. Certains veulent que la présentation à l'oral. Donc toute votre note va se jouer sur l'oral qui est en jeu, et d'autres, ils vont vous demander et l'oral, et de faire le dossier qu'il faudra leur rendre. Alors, quand c'est la rentrée, et qu'on arrive, et qu'on connaît personne, c'est très facile. En gros, tu fais ton premier groupe avec les gens qui sont assis à côté de toi et tu commences à bosser. Quand tu commences à bosser, bah, tu commences à connaître qui bosse pas, avec qui c'est agréable de travailler, avec qui ça ne l'est pas, qui répond vite, qui ne répond pas vite. Et donc pour les prochaines matières, eh ben, tu modules un peu. Tu essaies de t'asseoir à côté d'autres personnes pour faire d'autres groupes, etc., etc. Et quand tu arrives enfin à trouver le bon groupe avec lequel ça roule, enfin surtout voilà, les bonnes personnes avec qui ça roule, autant dans le travail que en dehors du travail, ben, vous gardez le même. On ne change plus. On reste soudés ensemble. On ne change plus, les gars. Parce que dans toutes les classes, il y a quelqu'un avec qui personne ne veut être parce que cette personne ne fout rien. Et quand je dis ne fout rien, ce n'est même pas une manière de parler. Je vous assure, il y a des gens en école de co qui ne foutent rien du tout. En fait, ils comptent sur le fait qu'ils vont se mettre en groupe avec des gens qui, eux, vont bosser à fond et qui, comme ils ne voudront pas avoir une mauvaise note, et ben, ils vont même faire la partie de cette personne qui font rien. Et donc, elle se retrouve à avoir la note de tout le groupe alors qu'elle a rien fait. Alors moi, ça n'est jamais arrivé parce que
dès que je vois que tu fous rien, tu flexes. Voilà. Je ne fais pas du bénévolat, tu m'aides pas à payer mes frais de scolarité, je vais pas t'aider à avoir des bêtes de notes. La porte. Et il y en a plus d'une à qui c'est arrivé, hein. Dehors. Voilà, donc quand vous avez un bon groupe, vous restez avec le même groupe. Et en plus, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en fait, il suffit juste de nous, c'est ça qu'on faisait, on utilisait Messenger. On créait le groupe et on mettait le nom de la matière. Voilà. C'était toujours les mêmes personnes dans les groupes, mais c'était jamais les mêmes matières. Du coup, quand on parlait d'un truc, chacun parlait dans le groupe, on disait ce qu'on faisait pas, nanani. Et en fait, au fur et à mesure du temps, eh bien, ça nous fait gagner du temps parce on se connaît, donc on connaît les personnalités. On n'a plus besoin de faire attention à comment on parle pas. On n'a plus besoin de se justifier de pourquoi la journée on répond pas et que parce qu'on est plus productif la nuit, blablabli, blablabla. Voilà. Ça fait gagner un temps fou. Moi, c'est ce que je conseille. Après, petite parenthèse comme ça, quand on travaille en groupe, dites-vous bien que vous n'avez pas la même personnalité que les autres, vous n'avez pas la même vie que les autres. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Voilà, ils sortent des cours, ils rentrent chez eux tranquillement, ils sont au calme, ils peuvent travailler tranquillement, ils s'arrêtent à 20h, ils dorment. Il y en a, c'est pas le cas. Ils sortent des cours, ils vont au taf, ils sortent du taf, il est 23h minuit, ils rentrent chez eux, ils doivent se poser derrière leur ordi 1 ou 2 heures, des fois ils le font pas parce qu'ils sont morts, du coup ils rentrent. Du coup, si toi qui as fini ton taf, qui t'es couché à 20h et bah t'attendais une réponse, et bah tu l'auras pas, et le lendemain tu vas lui poser la question, il va te dire bah non désolé j'ai pas pu parce que j'étais au taf. Il faut pas le prendre mal, les gens ils font de leur mieux. Probablement cette personne elle attend le week-end pour passer tout son week-end à travailler sur tous ses projets, donc apprenez à travailler en groupe et ne vous formalisez pas. Voilà, moi je sais que j'étais une personne, moi je travaillais beaucoup la nuit, j'ai toujours été plus productive la nuit. Voilà, donc la journée j'allais en cours, après je rentrais chez moi, je me douchais, je mangeais, des fois je dormais un peu vite fait et après je me réveillais et je carburais. Du coup le matin quand mes potes elles se réveillaient, et ben elles voyaient que les groupes ils étaient pleins de moi, mes commentaires, mes captures d'écran, mes documents faits, si on avait des trucs sur le drive, et ben j'avais rempli le drive. En gros je leur disais tout ce que j'avais fait et du coup la journée elle poursuivait et voilà. Mais je tenais toujours mes dates, je travaillais pas en même temps, à part quand on était en cours on était tous là. Mais le week-end, moi, je travaillais pas. Genre, par exemple, le dimanche, bah, je travaillais jamais, quoi. Voilà, moi, je travaillais ou le samedi ou le dimanche soir, vraiment, quand c'était un truc hyper urgent, je le faisais. Mais sinon, je le faisais jamais. Et tout le monde savait pourquoi. Et ça ne m'a jamais empêché de fournir mon taf. Donc, ça dérangeait personne, au final. Voilà. On s'adapte et ça flex. Aussi, un petit truc un peu pervers... qui est dû aux écoles de mode, c'est que vu qu'on est dans une école de mode, la forme est aussi importante que le fond. Donc vous vous retrouvez à produire des PPT très très beaux et même à devoir en produire, et donc de fait et ben, vous voyez toute la classe qui produit des PPT magnifiques, et donc en fait il y a un peu une compétition qui se crée dans nos têtes pour que on fasse des PPT magnifiques. Donc quand on n'est pas créa, c'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Ça s'apprend et vous allez y arriver. Voilà. Mais quand vous êtes créa, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Moi, typiquement, j'avais beaucoup de chance parce que à chaque fois j'étais dans des groupes où il y avait une créa. Mais quand je dis une créa, c'est vraiment, ça sortait des PPT, mais tu flippes. Oh là. Et donc du coup bah j'avais pas à les faire. En fait j'avais pas à les faire et j'avais même pas à pousser pour pas les faire. Donc ça j'étais très contente parce que moi je suis beaucoup plus analytique que créa. Donc voilà, tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qu'il fallait chercher, monter, tableau, formule, machin, tout ça, je te donnais tout. Tu mets en forme, tu mets tes petites couleurs, machin. Mais des PPT, mais... Je me rappelle une fois, je crois que c'était en bac plus 3, en cours de marketing, on devait faire une présentation sur une marque, et en fait on arrivait un peu vers la fin de l'année et donc il fallait encore choisir une marque, parce qu'en fait c'est toujours ça le truc, il faut toujours choisir une marque, faire ceci, faire cela, et en fait on avait fait le tour quoi, c'était toujours la même chose, toujours du prêt-à-porter, toujours du luxe, toujours de la beauté, toujours nanani nanana. Et moi j'étais avec, on était que des potes, et en fait d'un commun accord, en fait, ça nous a gonflé. On a dit, on prend pas une marque de prêt-à-porter, ni de luxe, ni spécialement même de mode.
Et on s'est posé, on a réfléchi. Et il y a une de nos potes qui a dit, bah venez, on prend du Rex. Et on a pris du Rex, je vous jure. Et on a fait... Et en fait, c'était trop bien parce qu'on a appris un tas de trucs aussi. Et on a fait toute notre présentation sur du Rex. Et le prof, il avait kiffé. Mais quand je vous dis kiffé, c'est qu'il nous a même dit ouais, de lui donner notre présentation. Et qu'il allait s'en resservir tellement genre c'était complet, tu vois. On avait tout abordé, on avait parlé de sa perception dans tous les pays, etc., etc. Et même le PPT, tu vois, on avait repris genre toute la charte graphique de Durex, tu vois, il y avait des petits préservatifs partout et tout, genre on avait choisi des couleurs. Bref, ça c'est pas un truc que moi j'aurais pu sortir, t'as compris? Mais voilà, c'est trop bien. Donc n'ayez pas peur de travailler sur autre chose que juste de la mode. En ce qui concerne l'ambiance dans ces écoles, alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance. En fait, au fil des jours, il y a des amitiés qui se créent au travers du fait qu'on est en train de travailler en groupe. Donc on se parle, on discute, on rigole un peu ensemble, on reste un peu ensemble. Et donc si ça accroche, et ben, c'est même relation qu'on suit dehors, avec lesquelles on prend des verres, on mange au resto, etc. etc. Mais il faut savoir que... En fait, à ce stade-là, on est tous des adultes et on a tous des vies différentes. Donc, comme j'ai dit, il y en a qui bossent, donc n'ont pas le temps de faire la dynamique. Ils sortent des cours, ils vont au taf, direct. Donc, ça crée pas de lien. Et puis surtout, les écoles de commerce, il n'y a pas de cours de récréation, en fait. Quand on sort, on est dans la rue, directement. Donc, soit on va se poser à une terrasse, soit ben, on rentre chez soi parce qu'on ne connaît pas encore suffisamment les gens pour leur dire ah ben venez chez moi, on va aller se poser, nanani nanana. Donc non en fait. Et puis on a plus de 17 ans donc on n'a plus envie de marcher dans la rue comme ça. Donc et très souvent c'est des établissements qui sont pas très grands. Donc il n'y a pas la place de faire en même temps et les cours et d'avoir des salles vides pour que les étudiants puissent rester. Il n'y a pas de permanence quoi. Donc il n'y a pas d'ambiance à proprement parler. Après, les établissements font des efforts pour essayer de créer une cohésion. Mais ça aussi, ça prend difficilement parce que, par exemple, ils vont vous proposer des week-ends à Londres avec visite de musée, etc. à 500 €, sachant que... vous êtes déjà en train de payer votre scolarité, vous n'avez pas envie de rajouter 500 € pour un week-end de 3 jours dans une ville dans laquelle vous pouvez potentiellement aller pour beaucoup moins cher. Donc c'est des propositions qui au final n'aboutissent jamais parce qu'il n'y a personne qui s'inscrit ou alors très peu de personnes et donc il y a tellement peu de personnes qui finissent par ne pas le faire parce que ça serait pas rentable pour eux. Tout ce qui est soirée étudiante, nanani nanana, pareil, c'est au bon vouloir de chacun. Si les gens ils veulent venir, ils viennent. Mais très souvent, personne n'y va. Donc en fait, il n'y a pas d'ambiance. Et en fait, plus vous êtes un... Comment dire ça? Après, il y a une dimension obligatoire. Il y a des établissements qui le font de façon obligatoire. Vous êtes obligé de participer à une action BDE pour pouvoir valider une matière qu'ils ont appelée... Je sais plus, mais c'est l'équivalent de vie de classe au collège-lycée là. C'est pas son prix qui définit une bonne école. Croyez-moi. Parce que faut savoir que là dans mon cas, genre 80% de ce que je réutilise de manière constante dans le métier de chef de produit sont des connaissances que j'ai acquises dans la moins chère des 3 écoles que j'ai faites. Après, je mentirais si je disais que bon, du coup, vu que j'ai appris 80% dans cette école, et j'aurais dû faire que celle-là. C'est faux. Parce que moi, quand j'ai intégré cette école, j'avais déjà 2 ans d'école derrière moi. Et donc, j'ai eu beaucoup de facilité à comprendre du vocabulaire, des notions, des procédés de fabrication, même comment fonctionne une machine, parce que justement pendant ces 2 ans-là, j'ai beaucoup voyagé, je suis allée dans les usines, j'ai vu les machines grandeur nature, je les ai même testées pour certaines, donc je savais exactement à quoi
de quoi l'intervenant il parlait. Et donc du coup, ce que lui il rajoutait, et ben moi ça faisait tout de suite tilt dans ma tête. J'avais pas besoin de poser de questions, j'avais pas besoin de ramer pour comprendre. Là où d'autres avaient vraiment beaucoup de mal à visualiser que en gros une machine puisse se lever pour que le truc y passe, et que voilà. C'est vraiment l'ensemble de tout qui fait que je suis compétente. Donc c'est de bonnes écoles pour apprendre vraiment les bases solides du secteur, les enjeux économiques, les métiers, mais du coup aussi ses limites et son impact, que ce soit environnemental ou économique ou sociétal sur des pays. C'est de très bonnes écoles qui vous permettent aussi de vous donner en gros les ressources pour pouvoir vous, une fois que vous aurez terminé, continuer d'être en alerte, en éveil sur le secteur, sur les métiers, sur les recherches et développements qui sont en cours, sur les nouvelles technologies, etc. etc. Donc voilà. Oh, je suis contente. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo parce que j'en avais fait une première mais qui vraiment avait très mal tourné. On aurait dit une fille qui détestait le sujet qu'elle était en train de traiter, alors en fait, non. Donc j'ai dit, je vais la refaire. Et puis here we are, here we are, here we are. I did it, I did it. Je me rends compte que je fais plus mon outro. Keep it cute, keep it sick, I'll be back. Bon allez, je flex.